Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Agnostique élevé dans le protestantisme, Jacques Maritain se convertit à la foi catholique en 1906, une religion qui va profondément imprégner sa philosophie. Décédé il y a tout juste 50 ans en 1973 à Toulouse, il laisse un large héritage dans de multiples domaines, la philosophie, la religion ou encore la morale. Et c'est justement de la morale de Jacques Maritain dont nous allons parler ce matin dans votre émission Vivante Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claire Bressolette. Vous êtes philosophe. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Juste à côté de vous, le père Jean-Gabriel, vous êtes prieur du couvent des Carmes à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour, Timothée. Frédéric Ripoll, acteur du monde culturel depuis de nombreuses années. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Michel Naudet-Langlois, vous êtes ancien professeur de philosophie, philosophe et auteur de nombreux livres. Justement, Michel Naudet-Langlois, la morale selon Maritain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... D'abord qu'il n'y a pas de morale de Jacques Maritain. Déjà, ça c'est la première chose. Voilà. Alors, un grand livre, enfin moi qui m'avait marqué, c'était évidemment Humanisme intégral, parce que il s'agit bien de morale et d'une morale étendue à la considération de la cité dans son ensemble. Voilà. Afin de montrer ou de persuader à nouveau nos contemporains que l'intégralité de l'humanisme doit conduire à ouvrir ou réouvrir les hommes à la transcendance, à Dieu. Mais d'un autre côté, Maritain sait bien que il sait bien par expérience qu'il a affaire ou qu'il est en relation avec de très nombreuses personnes qui ne sont pas prêtes directement à accéder à ce niveau-là ou ce degré d'engagement intellectuel et spirituel, et des personnes qui, en revanche, ont hérité du christianisme. Bon, on pourrait dire d'un christianisme un peu décapité, mais ont hérité du christianisme. Alors, ce qui a été, je dirais, le premier attrait de Maritain et de sa future femme, c'est-à-dire la considération pour les petits. Voilà, il était, je dirais, aussi attentif et aussi ému qu'un marxiste de la condition alors de tous ceux qui étaient dans un état de privation, du point de vue social, matériel. Et je crois que ça ne l'a jamais quitté. Enfin, il a essayé d'enseigner une morale débouchant sur une politique inspirée par un sens aigu et profond de la justice. Bon, il avait de quoi, là, s'inspirer de ses sources anciennes ou moins anciennes, évidemment l'éthique à Nicomaque, et puis ce que saint Thomas avait trouvé à en faire, en l'intégrant à une perspective évangélique. Alors, il y a une notion mais qui a mauvaise presse aujourd'hui, mais qui est défendue quand même envers et contre tout, c'est la notion de loi naturelle. Il l'a trouvée chez saint Thomas, la loi naturelle comme participation en l'homme de la loi éternelle. Enfin, c'est une formule qu'on trouve explicitement chez saint Thomas, mais enfin, il n'a pas vraiment inventé. Ça aussi, ça fait partie de son héritage. Il la repense comme il a fait pour tout le reste. Mais voilà, cette idée de loi naturelle, c'est quand même l'idée de la conscience qui peut être commune d'un certain nombre d'exigences liées avant tout à la commune nature que les humains ont en partage. Alors toutes ces choses sont aujourd'hui copieusement et puissamment ébranlées, et en même temps, on voit aussi que beaucoup y reviennent. Et ils reviennent en l'occurrence, voilà, non pas pour avoir lu saint Thomas, mais ils reviennent
comme à des exigences qui finissent par se manifester, parce qu'à force d'avoir été piétinée, la nature et ses dimensions, et notamment celles qui sont constitutives de l'homme, refont surface. Ce qu'on a chassé par la fenêtre ou par la porte, rentre par la fenêtre. Voilà. Oui, un ancien étudiant, l'esprit le plus brillant que j'ai eu parmi mes élèves, et qui est Tristan Garcia, qui a écrit quelques livres et qui, dans un passage d'un livre, dit cela à propos justement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'essentialisme, l'essence, etc. Et il dit que l'essence a été balancée, a été expulsée par la porte, et que elle rentre par la fenêtre parce qu'on retombe dessus. L'antispécisme, c'est bien joli, mais quelle espèce animale sur Terre s'intéresse au sort des autres espèces et au sens de sa propre existence? Donc, on efface les différences, et dans l'effacement même, on retrouve précisément la différence qui permet l'effacement et qui fait que l'être humain est bien le seul, spécifiquement pris, le seul à se poser des questions et aussi à prendre des initiatives. Aujourd'hui, on en est à vouloir en quelque sorte sauver la nature de beaucoup de catastrophes, très bien, mais il y a que l'espèce humaine qui est en mesure de le faire. Et s'il y arrive, il aura fait la preuve de quoi? De sa supériorité, de toute façon, de sa seigneurie sur la nature, celle qui lui est commandée dès la Genèse, dès le premier chapitre de la Genèse. Bon, au fond de ce que Maritain a pu dire en matière de morale et de politique, il y a ça d'abord, de toute façon. C'est merveilleux parce que on a souvent dit il y a une incommunicabilité des cultures et on remet en cause, par exemple, les droits de l'homme. Or, Maritain a contribué pour 26 articles à la Constitution des droits de l'homme. Il s'agissait de faire la paix après la guerre. Léon Blum de Valais à la conférence de Mexico, il est souffrant et on dépêche Maritain, qui arrive là-bas en plein marasme, commence à entendre sur des idées, et Maritain dit non, c'est pas des idées que nous allons entendre, c'est avec le plan pratique. Mais à condition d'avoir justement cette vision de loi naturelle qui fait que, on va dire, l'histoire, la différence, l'événement, on peut les appeler le paramètre conditionnant. Mais l'homme transcende ce paramètre conditionnant par le paramètre déterminant, du plan déterminant. Pour donner un exemple qui vient de Raissa, Raissa réfléchit sur Antigone, qui brave les lois de Créon, pour aller faire une oblation sur le corps de Polynice. Elle met un peu de haut et de terre, c'est un acte religieux, parce qu'on ne peut pas laisser le corps humain à la proie des bêtes. Et elle répond à Créon, tes lois humaines ne peuvent rien contre les lois non écrites des dieux. Et Maritain reprend cet exemple en disant, c'est l'exemple de la loi naturelle, c'est-à-dire d'une loi qui est préconsciente, inconsciente, et qui va s'opposer à la loi naturelle des Anglais, Grotius, etc., qui vont introduire la loi naturelle à partir de la conscience, qui vont la fausser. Maritain remet la loi naturelle à l'honneur en disant elle est co-naturelle dans son appréhension, c'est-à-dire elle est dans un préconscient, ce qui renvoie à une anthropologie maritainienne qui dit finalement l'inconscient c'est très bien, mais Freud l'a limité à un inconscient pulsionnel, donc finalement relativement extérieur au soi de l'être humain, et Maritain dit non, il y a un autre inconscient ou préconscient, le préconscient spirituel, qui lui concerne la profondeur du soi, ce soi où nous discuterons tout à l'heure, dans lequel peut se dire l'intuition créatrice, qui vaut aussi bien pour la trouvaille en mathématiques, en point carré fait une trouvaille d'une équation, c'est parce que son soi a été touché, et donc son préconscient spirituel. Donc la morale de Maritain, puisqu'il n'y a pas une morale propre à Maritain, mais sa compréhension, premièrement donc, de la loi naturelle, deuxièmement de l'articulation plan pratique et plan spéculatif, et troisièmement de l'anthropologie avec l'inconscient supranaturel, font de lui un auteur éminemment réaliste. Éminemment réaliste. Le soi, c'est quoi? C'est le lieu où le jeu de la personne, qui est une valeur absolue, peut s'exprimer. Nous ne faisons pas nombre, nous les hommes. Nous sommes uniques de toute éternité, il n'y a pas de clone. Et ça, c'est une affirmation forte de la philosophie pérenniste, de la philosophie réaliste.
Un petit texte de Maritain pour confirmer ce que vous dites là. C'est qu'à vrai dire, le thomisme est une œuvre commune. On n'est pas thomiste parce que dans le magasin des systèmes, on fait le choix de lui comme d'un système parmi les autres, comme vous choisissez une paire de souliers dans un magasin de chaussures, jusqu'à ce que vous trouviez un autre modèle qui a le mieux à votre pied. À ce compte-là, il serait plus stimulant de fabriquer soi-même un système à sa mesure. On est thomiste parce qu'on a renoncé à trouver dans un système fabriqué par un individu la vérité philosophique. Cet individu s'appelle-t-il égo, et parce qu'on veut chercher le vrai, soi-même certes et par sa propre raison, en se faisant enseigner par toute la pensée humaine afin de ne rien négliger de ce qui est. Aristote et saint Thomas n'ont pour nous une importance privilégiée que parce que, à cause de leur suprême docilité aux leçons du réel, nous trouvons chez eux les principes et l'échelle de valeurs grâce auxquelles, sans risquer l'éclectisme et la confusion, tout l'effort de cette pensée universelle peut être sauvé. C'est dans les degrés du savoir, ça, qui est une de ses œuvres majeures en matière de philosophie, de métaphysique, dans les degrés du savoir. Alors, on voit ici la puissance de la pensée de Maritain, c'est que il n'y a pas d'arbitraire. On reçoit. En fait, le thomisme est quelque chose qui se découvre, on a parlé des vérités cachées, qui se reçoit et qui correspond à une aspiration profonde de l'homme, celle des transcendantaux. Maritain écrira « L'homme se nourrit de transcendantaux ». Alors, comme on a articulé cette plage horaire d'émission sur la pensée de Maritain après la guerre, j'insiste sur la morale. Bien sûr, il y a des écrits sur la morale pendant l'entre-deux-guerres, mais Maritain va aboutir son œuvre avec ce grand compendium de la morale qui s'appelle La morale en 1960, qui est précédé auparavant de réflexions sur la morale. Je vais donner un extrait dans les 9 leçons sur les notions premières de la philosophie morale en 1951. Pour rappel, Maritain, après la guerre, est ambassadeur de 45 à 48 à Rome, ensuite à Princeton jusqu'en 1960. Il rentre à Paris, Raissa meurt en novembre 60, Vera est morte le 31 janvier 59, donc le pauvre Jacques se retrouve seul à partir de 1960, il va ranger les affaires de Princeton, et en 61, il réfléchit et il décide d'arriver à Toulouse, où il mourra en 73. Et pourquoi Toulouse alors ? Pourquoi Toulouse ? Parce qu'il y a les petits frères de Foucault qui sont installés. On va en parler de ça. On va en parler, le père Voyaume, donc au cœur des masses, etc. Je vous lis cet extrait des 9 leçons sur la philosophie morale qui montre l'aspiration profondément humaine à la transcendance. Il semblerait si normal pour l'homme, s'il était un être simplement naturel, de se contenter des choses humaines, d'être satisfait avec les choses adaptées à sa nature, sans se tourmenter tout le temps pour l'impossible. Au contraire, nous voyons qu'en fait, il y a chez nous une espèce de passion de passer au-delà de notre nature, soit par des voies d'authentique héroïsme, soit par des chemins aberrants. Considérer les formes variées de vie religieuse dans l'humanité, d'ascétisme, de contemplation, de sainteté, considérer la soif d'infini qui traverse, exalte, désorbite, exaspère l'amour humain et les jeux de l'amour et de la mort, ou l'activité créatrice de l'artiste et du poète, ou les vices humains et l'orgueil et l'ambition humaine. Partout, vous voyez l'aspiration à une condition surhumaine. Tout cela porte les témoignages de l'existence d'un désir pour un bonheur absolu qui nous ferait comme des dieux. Je ne prétends pas qu'il y ait là des preuves démonstratives du fait que nous sommes ordonnés à une fin surnaturelle, mais ce sont des indices puissants, ayant valeur de signe. Le style de Maritain est à souligner, il a été honoré de 3 prix littéraires. Ah oui. On sent le filleul de Léon Blois, une passion de l'écriture. Peut-être c'est intéressant de s'arrêter sur le style. Le profane, le néophyte que je suis, je crois, a été sensible à la plume de Maritain. J'ai jamais pu, honnêtement, lire 3 phrases de saint Thomas d'Aquin parce que c'est tellement haut que c'est inaccessible. Donc j'ai besoin d'un peu de poésie. C'est ma faiblesse humaine qui veut ça. Et Maritain touche au cœur et vraiment à la beauté littéraire
Donc c'est pour ça que je suis désolé qu'il soit aussi peu lu, aussi peu connu par les jeunes étudiants aujourd'hui. C'est pour ça on pourra parler peut-être plus tard de projets qu'on a avec le père Jean-Gabriel. Oui. Mais voilà, il faut réactualiser Maritain. Il faut en parler maintenant. On en parle maintenant. Donc, maintenant. puisque Jean Dieuzède, fondateur de la Galerie du Château d'Eau, avec qui j'ai collaboré pendant 10 ans, au moment du 20e anniversaire de la mort de Maritain, donc il y a 30 ans déjà, mon Dieu, m'avait confié, sachant que j'avais un intérêt pour cet auteur, m'avait confié une exposition. C'était très courageux de sa part, dans un lieu public quand même, et une institution de renommée internationale. Oui, le Château d'Eau était beaucoup plus connu au-delà des frontières à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, et donc il m'avait confié la réalisation de cette exposition qui s'intitule Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain, un peu pour reprendre le titre de livre de Raïssa, et où on a un ensemble de textes, de manuscrits et de photographies, des archives considérables, où le cercle d'études de Kolbsheim avait ouvert les portes, et donc on trouve toutes ces grandes personnalités dont Claire a déjà parlé. Et cette exposition, qui a déjà 30 ans, a un peu vieilli, et c'était déjà les éditions du Carmel, dont le père Jean-Gabriel était le directeur à l'époque, qui avait permis la publication du catalogue de cette exposition, pour l'exposition à Paris, à la mairie du 6e arrondissement. Et donc là, nous avons le projet qui a des chances d'aboutir, de refondre tout le contenu de cette exposition, qui a ceci d'exemplaire, c'est qu'il met comme dit Jean-Paul II dans la 4e de couverture, il met en contact la culture avec la foi. C'est ce qui me paraît exemplaire au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui on a cloisonné les mondes, on les a même, on en a fait même souvent des conflits, des antinomies, je trouve qu'on vit un monde extrêmement agressif, vous en êtes d'accord? Donc là, peut-être c'est réconcilier les choses dans cet esprit mariténien qui est vraiment le cœur doux, l'esprit dur et le cœur doux. Et je trouve que cette exposition pour les jeunes étudiants aujourd'hui aura un intérêt vraiment considérable. Alors l'opportunité est venue, elle est récente, cette opportunité. On cherchait un endroit, il semblerait qu'il y ait une opportunité donc à Saint-Cernin, donc grâce à l'autorisation qu'en donne le père Bogdan, qui vient de donc cette exposition qui serait sous forme de roll-up. Oui. Donc on trouve ça partout maintenant, mais ça permet en même temps, c'est très pratique, c'est très mobile surtout. L'exposition existe déjà indépendamment du catalogue, elle existe déjà, mais sous la forme de tableaux, enfin de cadres, de cadres. Mais c'est évidemment très difficile à transporter, surtout à exposer. Enfin, il faut une structure, il faut des cimaises, il faut des bons éclairages pour vraiment que une exposition comme celle-là. Alors peut-être que ça sera s'il y a des moyens, on peut rapatrier cette exposition aussi qui est pour l'instant qui est ailleurs, mais qu'on pourrait rapatrier, qui appartient maintenant au cercle d'études de Maritain de Kolbsheim. Mais là, c'est comme bien Frédéric a encore tous les fichiers, il a fait un travail monumental qui est déjà prêt, donc si vous voulez, à imprimer sur ces roll-up, on pourrait donc effectivement présenter cette exposition très très rapidement, si vous voulez. Enfin, en tout cas dans l'année, on va avoir une date propice, et on aurait peut-être une opportunité aussi à Saint-Pierre-des-Chartreux. À Saint-Pierre-des-Chartreux, dans l'atrium de l'aumônerie étudiante. Et donc il y a des rendez-vous en cours qui attendent pour que ça circule vraiment dans tous les hauts lieux culturels et culturels de Toulouse. Oui. Je pense aux Jacobins, je pense à la Dorade, à la basilique de la Dorade, et je pense aussi à l'aumônerie étudiante de Rangueil. Donc tout ça, c'est en cours de... Et je pense qu'au cours de cette exposition, il pourrait y avoir tout à fait des interventions, comme on l'a fait au couvent des Carmes. Nous étions une petite vingtaine à chaque fois. C'était vraiment un cercle. C'était un peu Meudon à nouveau. C'était le cercle des amis proches de Maritain. Mais on pourrait effectivement étendre la connaissance de Maritain grâce à cette exposition-là, je pense. Et d'ailleurs, le père Bogdan a suggéré qu'il y ait une conférence aussi. Je pense à toi, Claire, autour de l'exposition qui sera à Saint-Cernin. Alors, pour nos auditeurs, oui. les calendriers de tout ce qui va se passer, c'est sur un site cultureauvillage.fr.
Tout à retrouver sur culture-origage.fr. Voilà. Et là, c'est d'autant plus important que les amis de Maritain, ce n'est pas, j'allais dire, un rajout à l'œuvre de Maritain, c'est vraiment intrinsèque à l'œuvre. Un chiffre, plus de 42 000 lettres sont laissées à la BNU, Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, où le fonds Maritain est conservé. 42 000 lettres, un trésor. Et Maritain correspond, bien sûr, avec les artistes. Nous avons évoqué Chagall, Séverini, Lourier, Satie, Cocteau, le grand ami de toute sa vie. Il sera là à la mort de Raissa. Bien sûr, Peggy. Alors, je veux dire, on a tout, c'est vraiment le philosophe d'un siècle. Voilà, on a des images. Et pour vous dire l'interrogation que Maritain pose sur l'amitié, deux extraits de lignes du carnet de notes de 1965. Et maintenant, de tout cet amour dispersé partout où nous avons passé, que reste-t-il? Une pierre tombale dans un petit cimetière à quelques milliers de kilomètres de cette France pour laquelle Vera avait une passion si ingénue et si fière. Vera est enterrée à Brixton. Tout l'amour jeté depuis des siècles sur les routes du temps, se peut-il qu'il soit à jamais perdu? Exister serait alors bien pire qu'absurde s'il n'y avait la vie éternelle. Magnifique. Voilà, donc on Il sent... a une conception vraiment particulière de l'amitié, Maritain. Ah, l'amitié fait partie pour lui de la déclinaison de l'amour. C'est dans Approche sans entrave, un texte splendide, Amour et amitié, où finalement vous pouvez comprendre que vos collègues de travail sont déjà une participation de l'amour, avec différents degrés. C'est fondamental. Et c'est aussi une façon de repenser le télétravail, où on perd les petits instants de la machine à café, où tout se joue, où tout se tisse, la chair, le corps sensible, on va dire. Voilà. Pour revenir sur la morale, sur ces interrogations sur la morale, je voudrais faire référence à un des derniers textes de cette somme, où Maritain fait un travail presque d'historien. Il part des présocratiques, puis de Socrate, Platon, Aristote, et il remonte. Il consacre 2 chapitres au marxisme qu'il qualifie de christianisme la tête à l'envers. Parce qu'il sera toujours sensible à la pauvreté. Et c'est parce que le christianisme n'a pas pris en compte de manière assez profonde la pauvreté. Il y aura ensuite toutes les encycliques du social, hein. Mais Maritain vient du 19e siècle. Il dit, voilà... C'est le petit-fils de Jules Favre. Exactement, et nous avons fait le lit du marxisme, en quelque sorte. Le marxisme a pris la case qui manquait. Et Maritain conclut son grand parcours historique de la morale sur quoi? Saint Jean de la Croix qui dit, au soir de sa vie, qu'est-ce qui compte pour dire une vie est réussie? C'est une vie où on a aimé. Et qu'est-ce que aimer? Ce n'est pas obéir à la loi, on est à l'opposé de Kant. C'est la transcender par l'acte surérogatoire. C'est quoi? C'est l'acte gratuit. En traduction du curé d'Ars, on dirait, les saints ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font. C'est exactement ça, c'est l'acte inattendu, gratuit, qui vient déranger les frontières, c'est-à-dire les ordonner à un autre ordre, qui est celui de la charité. On est ordonné à un autre ordre, celui de la charité. Peut-être pour surenchérir sur le positionnement politique de Maritain, je sais que ça va peut-être déplaire, mais je sais que c'est controversé. Je peux me permettre de citer ce qui est présent dans l'exposition d'ailleurs, sur la manière qu'avait Maritain de distinguer les mots droite et gauche. Ça me paraît, surtout aujourd'hui, particulièrement pertinent. Il dit je vois 2 sens des mots droite et gauche. Un sens physiologique et un sens politique. Physiologique, c'est étonnant comme terme, hein, c'est pas psychologique, c'est physiologique. Et au premier sens, on est de droite ou de gauche par une disposition de tempérament, comme l'être humain n'est bilieux ou sanguin. Il est vain en ce sens-là de prétendre n'être ni de droite ni de gauche. Tout ce qu'on peut, c'est corriger son tempérament et l'amener à un équilibre qui approche plus ou moins du point d'éminence où les 2 pentes se rejoignent. Car à l'extrême limite inférieure de ces pentes, c'est une sorte de monstruosité qui se dégage devant l'esprit. À droite, le pur cynisme, à gauche, le pur irréalisme, ou idéalisme au sens métaphysique de ce mot. Le pur homme de gauche déteste l'être, préférant toujours, et par hypothèse,
Selon le mot de Jean-Jacques Rousseau, ce qui n'est pas à ce qui est. Le pur homme de droite déteste la justice et la charité, préférant toujours, et par hypothèse, l'injustice au désordre. Au second sens, au sens politique, la gauche et la droite désignent des idéals, des énergies, des informations historiques, où les hommes de ces deux tempéraments opposés sont normalement attirés à se ressembler. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, mais où les choses se gâtent tout à fait, et c'est très actuel, où les choses se gâtent tout à fait, c'est quand, à certains moments de troubles profonds, c'est aujourd'hui, les formations politiques de droite et de gauche, au lieu d'être chacune un attelage plus ou moins fougueux, tenu en main par une raison politique plus ou moins ferme, ne sont plus rien que complexes affectifs exaspérés, emportés par leur mythe idéal, sans que l'intelligence politique puisse désormais autre chose que ruser au service de la passion. N'être ni de droite ni de gauche signifie alors qu'on entend garder sa raison. C'est dans Le Paysan de la Garonne. Et c'était encore plus actuel, cette citation de L'homme et l'État, qui est un livre de 1953 de Maritain. Voilà ce qu'il écrit. Ça va rejoindre ce que l'on vit actuellement. Étant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre ensemble est souffrir ensemble. Quand les hommes forment une société politique, ils ne veulent pas participer à de communes souffrances par amour les uns des autres. Ils veulent accepter de communes souffrances par amour de la tâche commune et du bien commun. La volonté, c'est pour ça moins on en parle du bien commun, justement, moins on vivra bien ensemble. C'est ça le problème qu'il y a à l'heure actuelle. La volonté d'accomplir une tâche commune à l'échelle du monde doit donc être assez forte pour entraîner la volonté de participer à certaines souffrances communes rendues inévitables par cette tâche et par le bien commun d'une société à l'échelle du monde. Quelle souffrance en vérité ? Des souffrances dues à la solidarité, qu'il suffise d'observer que l'existence même d'une société à l'échelle du monde impliquera inévitablement de profonds changements dans les structures sociales et économiques de la vie nationale et internationale des peuples, et une certaine répercussion de ces changements sur les libres affaires de beaucoup d'individus qui ne sont pas les plus nombreux dans le monde, mais les plus attachés à faire du profit. L'existence même d'une société à l'échelle du monde impliquera aussi inévitablement une certaine égalisation relative sans doute, mais cependant fort réelle et fort appréciable, des niveaux de vie de tous les individus. Voyons les choses telles qu'elles sont. Peut-être si le problème leur était rendu suffisamment clair, les peuples des nations occidentales seraient-ils prêts à accepter, pour la cause de la paix et d'une organisation politique du monde capable d'assurer une paix durable, un sérieux abaissement de leur standard de vie lié à une élévation correspondante du niveau de vie pour les peuples de l'autre côté du rideau de fer. Cela supposerait cependant une sorte d'héroïsme moral auquel le moins qu'on puisse dire, je suppose, est que nous sommes mal préparés. Et les gens sont malheureux et il leur faudra faire face à de nouvelles obligations et à de nouveaux sacrifices en rapport avec la vie d'autres hommes à l'autre extrémité du monde afin de promouvoir à la longue la paix, le bonheur et la liberté de tous. Vous voyez, il touche à tous les domaines, Maritain. Vous voyez, on est vraiment là dans le domaine du politique et la politique internationale, vous voyez, avec une vision mais très très précise des choses et effectivement avec une vision qui est très thomiste du bien commun. Mais où est le bien commun, Monsieur Macron? Où est le bien commun? Je vous en supplie, posez-vous la question à l'heure actuelle. Comment le défendez-vous? Est-ce qu'il y a une petite... voilà. Non, mais on pourrait le dire... prophétique. C'est un prophète aussi. C'est un prophète, un visionnaire, comme dit Gisson. On comprendra et on s'intéressera vraiment à Maritain dans 100 ans. On en a franchi 50. Courage. Alors c'est assez faux, je vais pour m'adresser à nos auditeurs, parce que le cercle Maritain est très vivant, très actif, en particulier au plan des publications. Donc je vous recommande bien sûr les articles et la thèse de Michel Fourcade, président du cercle, Maritain et les mariténismes, publié il y a 2 ans avec beaucoup de photos. Et si vous voulez rentrer dans l'univers de Maritain, je vous conseillerais donc une œuvre de Raissa, écrite pendant la guerre. Jacques et Raissa sont à New York, ils ont conscience que l'antisémitisme est grave. Il ne s'agit pas de 250 000 juifs qu'on va abattre, mais d'un plan d'élimination. Et Raissa est juive.
Donc elle est triste et elle écrit les grandes amitiés qui font un hommage à leurs premières amitiés, Peggy, etc. Donc je conseillerais cela pour nos auditeurs, et ensuite je vous conseillerais des livres, par exemple, sur l'éducation, parce que tout le monde a beaucoup d'entre vous ont des enfants, et l'éducation pour Maritain, c'est quoi? C'est faire que la personne puisse être libre, donc lui donner de quoi exercer sa liberté, donc c'est réveiller la vie intérieure chez l'élève ou l'enfant, et c'est tout à fait remarquable, tout à fait abordable. Voilà les premiers pas que je conseillerais pour Maritain. Ensuite, vous avez Humanisme intégral, qui est le fruit de conférences tenues à l'université de Santander pendant l'été, et qui justement réfléchissent sur, on va dire, une science de la liberté au plan, c'est-à-dire politique. Je vous donne une idée. Maritain va dire il n'y a plus la question de la sainteté au sens de lieu sacré, parce que la catégorie du sacré est une catégorie finalement païenne. La catégorie chrétienne, c'est la sainteté. Et il va oser cette formule de sanctification du profane. C'est très fort et c'est tout à fait abordable. Bien sûr, je conseillerais ensuite Art et Scolastique pour l'art, et puis l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Suivez les cahiers Jacques Maritain, qui actuellement édite les carnets de Jacques des années 30, et on se régale à voir son emploi du temps, à réfléchir. Jacques lui-même a édité le journal de Raïssa. Raïssa, il faut bien comprendre, est une femme mystique, donc il vit à côté d'une mystique qui est en même temps une poétesse. Elle a publié 5 recueils de poèmes. Et pour en finir sur la grandeur et le prophétisme de Maritain, c'est le premier intellectuel au monde à avoir publié en 1938 un écrit qui lui a coûté cher, Impossible antisémitisme. Il est marié à une juive et il sait ce qu'il fait quand il écrit. Ça lui a coûté cher parce que la Gestapo va arriver à Meudon. Ils sont déjà partis à New York, mais ils seront obligés d'y rester. Et c'est chez lui une façon de voir l'élection du peuple hébreu comme un mystère et non comme un problème. Et la fonction mystérique, je crois, est tout à fait éclairante pour comprendre l'élection finalement de Dieu. Et le salut par les Juifs de Léon Bloy. J'aimerais qu'on puisse dire un mot sur la fin de la vie de Maritain. 1961, il vit chez les petits frères de Jésus à Toulouse, on en a parlé tout à l'heure, et il devient petit frère en 1970 et il exerce une certaine influence. Comment justement analyser cette fin de vie de Maritain? Alors dans la première émission, le premier volet de notre diptyque, nous avions lu un texte sur la contemplation sur les chemins. Et oui. Donc ça, c'est vraiment au cœur des masses, le Père Voyaume. Et cette évolution de Maritain, elle vient du départ. C'est-à-dire que très, très tôt, ils sont oblats des bénédictins. Et ils vont avoir une règle, une vie d'horizon. À Meudon, il y a des semaines thomistes. Ils ont le Saint-Sacrement dans la maison de Meudon. Il y a une chapelle. Le prince Vladimir Guica a permis de savoir s'il fallait une marche ou pas pour l'autel, etc. Bon, tout est très précis. Et si Maritain vit cette vie d'horizon ici chez les petits frères de Foucault, c'est tout simplement une continuité. La question qui peut se poser, c'est pourquoi devient-il petit frère? Pourquoi reçoit-il l'habit? Eh bien, la réponse est simple. Pour ceux qui ont été élèves au CIREP, l'école à Rangueil, et qui ont encore connu Maritain, Maritain dit la réponse, il dit « J'offre ma vie pour que la jeunesse cherche et trouve la vérité. » Donc, c'est un acte d'offrande. Voilà, ce qui est cohérent. Voilà. Donc, la vie de Maritain, elle s'éclaire naturellement dans la continuité du choix d'origine. Et je voudrais insister sur Kolbsheim. On a parlé souvent de ce petit village près de Strasbourg. Kolbsheim apparaît dans la vie des Maritains à travers Nabokov, Mikhail Nabokov, le cousin de celui qui écrit Lolita. Et ce Nabokov est un musicien, un compositeur. On écoutera une œuvre de lui, un extrait de sa sonate pour piano. Et ce Nabokov est ami de la famille Grunelius, qui a un château à Kolbsheim, et qui va inviter les Maritains. Et en fait, ça sera, on va dire, leur repère. Parce que dans tous leurs voyages, Princeton, Paris, Rome, puis Toulouse,
Maritain va laisser à chaque fois ses archives. C'est une véritable, ça a été une richesse, un trésor éditorial. Toutes les éditions avec les préfaces, les ajouts, les postfaces et surtout les lettres. Maintenant, Kolbsheim a été repris donc par les Châtelains et le Cercle Maritain a vendu à la BNU le fonds Maritain qui est consultable. Voilà, si ça est clair. Et je vais proposer une citation. C'est que la vie contemplative, ce n'est pas une promenade romantique, ce n'est pas quelque chose de pieux, il s'agit de la vie unitive au Christ. Et Maritain est très clair. On finit par oublier le caractère personnel de l'amour que Dieu appelle de nous, écrit-il dans Liturgie et Contemplation 1959. Dieu appelle chaque âme une à une. Si notre Dieu n'aimait que les masses sociales priant et chantant ensemble, il les aime aussi. Cela aurait été marqué par quelques commandements. Mais il n'y a que le tout personnel commandement de l'amour, tu, et non pas vous, aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Or, ni le cœur, ni l'âme, ni l'esprit ne sont choses sociales. Ils sont individuels, ou mieux, personnels, et la personne n'est pas un objet capable d'être additionné. On peut retenir cela de Maritain, c'est que le christianisme apporte deux notions qui sont corrélatives, la liberté et la personne. Et toute la philosophie de Maritain, et même son approche du thomisme, est une approche qui fait droit à la personne. Si Maritain s'oppose par exemple à Bergson, c'est parce que Maritain ne va pas donner Bergson ne va pas donner une assez grande vision à l'intelligence de l'homme. Pour le dire rapidement, Bergson oppose à l'intelligence qu'il voit comme quelque chose de quantitatif, l'intuition, qui, elle, serait la véritable fonction pour appréhender la durée, le réel, etc. Maritain ne peut pas accepter cette scission. Et donc, il va réintégrer l'intuition dans l'intelligence. L'intuition de l'être au plan métaphysique appartient à l'intelligence, et l'intuition au plan créatif appartient à l'intelligence du fait de l'anthropologie dont nous avons déjà parlé, qui est hiérarchisée sur le soi intérieur et donc sur le préconscient spirituel qui est bien plus profond que le préconscient freudien qui lui n'est que pulsionnel et donc superficiel. Donc on voit une profonde organicité ou cohérence de l'approche thomiste de Maritain, de l'approche finalement réaliste. Je crois on n'insistera jamais assez sur ces deux pôles qui font le christianisme, la personne et la liberté. Tout à fait. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce texte qui est magnifique de liturgie et contemplation, il faut parler véritablement de Maritain comme authentique contemplatif, contemplatif, quelqu'un qui a compris véritablement ce qu'était la contemplation. Parce que dans l'héritage donc des religieux que les Maritains ont connus, Claire a oublié de nommer quelqu'un qui a été très important tout de même pour les Maritains et pour Jacques, c'est le père Bruno de Jésus-Marie, hein, le directeur des études carmélitaires. Hein. Donc, études auxquelles le Maritain a collaboré beaucoup au congrès d'Avon, etc. Il allait régulièrement. Maritain était invité donc par le père Bruno de Jésus-Marie. Et c'est le père Bruno de Jésus-Marie qui lui a fait découvrir Saint Jean de la Croix, qui va devenir un maître pour Maritain. Hein, et la manière dont il en parle, notamment dans les degrés du savoir, puisqu'il termine par Maritain, justement parce que lui, comme l'a dit Claire au début de l'émission, ou c'était hier, je ne sais plus, Maritain fait droit à cette connaissance connaturelle, c'est-à-dire cette expérience, si vous voulez, de Dieu qu'on appelle mystique, si vous voulez, ou connaturelle, c'est-à-dire d'une expérience de Dieu dans la foi, bien entendu, hein, mais qui est une expérience unitive, comme elle vient de le dire, c'est-à-dire qui permet véritablement une union qui n'est pas évanescente, nébuleuse, mais une union véritable au Christ. Et il n'y a pas de meilleur chantre de cette union que Saint Jean de la Croix, il me semble, enfin en tout cas pour lui. Frédéric, peut-être pour appuyer ce qu'on vient de dire. Oui, ce texte sur Saint Jean de la Croix ou la dépossession radicale, tiré de... C'est Charles Blanchet qui présente, D'accord. C'est à la fin des degrés du savoir. Et donc il dit ceci, oui, qui me surprend, je connaissais pas, merci. Saint Jean de la Croix ne demande pas qu'on supprime l'activité des sens, pas plus que l'Évangile.
quand il parle de ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux, ne prescrit la mutilation. Il aimait la beauté des campagnes, qui l'aidait à prier. Il avait la sensibilité la plus délicate. Il a été un des plus grands poètes de l'Espagne et du monde. Il s'est plaint parfois. Il avait une profonde tendresse pour son frère François, le pauvre maçon, et une grande dilection pour ses fils et ses filles spirituelles. Mais il veut que dans l'usage des notions comme des attraits sensibles, la désapprobation soit absolue. La désappropriation, je pense. La désappropriation, Ouais, pardon. Ah oui, c'est pas pareil. Approbation, non. Il parle d'expropriation. Oui, c'est ça, désappropriation. User comme n'en usant pas. Plus tard, sur la montagne, tout sera transfiguré. En attendant, il faut commencer par tout perdre, c'est la loi du sentier. Dans l'ordre de la réalisation matérielle ou physique, renoncer à tout n'est pas possible. Et renoncer par la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, à tel bien déterminé de la nature est le privilège de quelques-uns. Mais dans l'ordre de la réalisation spirituelle, renoncer à tout et dans l'ordre de la réalisation et demander à tous ceux qui veulent être parfaits. Il n'est pas deux issues au débat lamentable d'un esprit enraciné dans les sens et qui leur communique son infini de désirs. Donnez tout, pauvres hommes, combien il est plus facile de tout donner que de donner à moitié. Tout ce que nous gardons est un cancer dans nos entrailles. Waouh! Oui, la fin des degrés du savoir est absolument remarquable avec cette notion d'expropriation du soi, autrement dit, une réécriture du l'hymne aux Philippiens, chapitre 2. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais devint homme jusqu'à la mort sur une croix, etc. Mais d'une expropriation pour une appropriation en Dieu, hein, évidemment, il faut pas tout de suite le dire. Bien sûr, non, il s'agit pas de perdre l'être, voilà, ça n'a pas de sens. Non. Mais il s'agit de la vie unitive. Ouais. C'est notre fin, nous sommes in via pour être in patria, c'est-à-dire voir Dieu, et déjà sur terre, cette finalité, cet ordre, puisqu'on est ordonné à, il ne s'agit pas bien sûr de désubstantialiser l'homme, mais d'avoir cette geste paulinienne, parce que Maritain, pendant la guerre, lui, écrit un Saint Paul, Raissa a écrit les Grandes Amitiés, et lui, Saint Paul. Plus, à travers le désastre, message, il organise une résistance depuis New York, et quand le général de Gaulle va le voir, le rencontrer à New York, il pensera à lui pour être ambassadeur. Pour être ambassadeur, voilà. Il a été ambassadeur, nommé ambassadeur par Gérard de Gaulle lui-même. Oui. Et tout ce qui est à Louis des Français aujourd'hui, la bibliothèque, le site de conférence et le rayonnement, c'est Maritain. On doit tout à Maritain qui a fait venir Irénée Maroux, qui a programmé pour que la France, qui était vaincue malgré tout, faut dire, à cause de Vichy, reste forte au plan international, donc à Rome. Pour conclure cette émission, si chacun vous voudriez qu'on retienne quelque chose de Maritain, ça serait quoi? Père Jean-Gabriel, pour commencer. C'est compliqué, hein, entre l'émission d'hier et d'aujourd'hui, vous voyez 2 heures. Vous voyez l'homme, vous voyez, oui, c'est une question absolument à laquelle on ne peut pas répondre d'une manière exhaustive, parce que l'homme est tellement grand, vous voyez, et il touche à tellement de domaines qu'on pourrait citer. Moi, j'aimerais citer des choses, donc dans des degrés du savoir, effectivement. On n'a pas parlé du paysan de la Garonne, son grand cri justement contre le néo-modernisme, mais qui est tout à fait remarquable, où justement après le concile, ou une certaine interprétation du concile, il a cru, il dit toute la valeur qu'il donne au concile, hein, lui-même a reçu le message pour les intellectuels des mains de Paul VI, hein, donc c'est quand même pas rien. Le 8 décembre 65. Le 8 décembre 65. Donc il croit véritablement que le Concile Vatican II était tout à fait nécessaire, mais il voit toutes les dérives, malheureusement, d'une fausse interprétation du Concile, cette fausse herméneutique dont nous a parlé si bien Benoît XVI, herméneutique de la discontinuité par rapport à la tradition de l'Église, voyez, hein. Le Concile Vatican II s'intègre totalement dans une tradition qui est un héritage qu'on ne peut pas balancer comme ça. C'est un héritage, voyez, et donc il faut voir que le Concile Vatican II n'est pas un nouveau commencement là, qui finalement ferait œuvre totalement novatrice. Et justement, il parle et il critique le prurite, dit-il, le
de la modernité. Hein, maintenant, on dirait de la postmodernité, faudrait-il dire. C'est-à-dire ce prurit qui croit que finalement tout ce qui est nouveau est bien. Voilà, la La chronolatrie épistémologique. Voilà. Cette maladie très contagieuse, à ce qu'il paraît, aura son foyer chez les experts ou les professeurs. Et il ajoute une fixation obsessionnelle sur le temps qui passe. Être dépassé, c'est le shéol. Ouais. Cette chronolatrie entraîne de vastes sacrifices humains. En d'autres termes, elle comporte une composante masochiste. Masochiste, ouais, tout à fait. oui. Ouais, tout à fait. On voit bien, c'est tout à fait, vous savez, la petite parabole là d'un cavalier sur son cheval qui est emballé. Et puis le paysan, alors, je dirais que c'est le paysan de la Garonne, qui voit passer ce cavalier et qui lui demande, mais où vas-tu? Et qu'est-ce qu'il répond, le cavalier? Bah, demande-le à ma monture. Vous voyez, on est là-dedans à l'heure actuelle. Vous comprenez? Il faut voir, il faut faire des choses parce qu'il faut qu'elles se font, il faut qu'elles se fassent parce que c'est novateur. Vous voyez, elles sont ben non, il faut qu'elles soient enracinées dans cette loi naturelle dont nous a parlé Michel, etc., dans cette grande sagesse qui vient pas de seulement de maintenant, vous voyez, mais qui s'enracine profondément dans un héritage qui est l'héritage culturel, spirituel, moral de l'humanité, évidemment fécondé forcément par le christianisme, par la grâce de la foi, bien entendu. Hein. Alors, moi, si j'avais simplement à terminer par un petit texte très court, enfin, c'est le texte que j'ai choisi, mais après, chacun peut prendre le texte. Mais moi, je prends ce texte-là, parce que Maritain m'a énormément, saisi au sens, dans sa philosophie. Hein. J'ai vraiment mieux compris la tradition philosophique de l'Église et grâce à Maritain, donc je lui dois beaucoup et il m'a vraiment ouvert à Aristote, saint Thomas, etc. Alors voilà pourquoi je dirais que je considère la philosophie thomiste comme une philosophie vivante et actuelle et d'un pouvoir d'autant plus grand pour la conquête de nouveaux champs de découverte que ses principes sont plus fermes et plus organiquement liés. À la vue de la succession des hypothèses scientifiques, certains esprits s'étonnent qu'on puisse aujourd'hui s'inspirer de principes métaphysiques reconnus par Aristote et Thomas d'Aquin. Vous vous rendez compte, après Kant et Descartes, comment les ténèbres du Moyen-Âge, mais non, enfin voyons, et de l'Antiquité grecque, vous comprenez, le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ça veut rien dire tout ça, hein. Bon, et enraciné dans le plus antique héritage intellectuel de notre espèce. Voilà la Grèce antique. À cela, je réponds que le téléphone et la radio n'empêchent pas l'homme d'avoir toujours 2 bras, 2 jambes et 2 poumons, de tomber amoureux et de chercher le bonheur, comme ses lointains ancêtres. Vous voyez, la philosophie pérenniste, elle est là déjà. Au surplus, la vérité ne reconnaît pas de critères chronologiques et l'art du philosophe ne se confond pas avec l'art des grandes couturières. Je trouve ce texte plein d'humour et en même temps, vous voyez, la philosophie, c'est pas quelque chose d'à la mode. On fait pas de la philosophie pour être à la mode, vous voyez, pour être dans le vent, pour être in. Vous voyez, non, on peut être out, mais on peut être out au niveau de la bien-pensance, mais on peut être tout à fait in au niveau de la pensée pérenne, autrement dit de la vérité qui est l'objet de la philosophie, de la sagesse philosophique. Sinon, il vaut mieux aller cultiver des choux à la mode de chez nous, vous voyez. Frédéric Ripoll, pour conclure, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de Maritain? Ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a tourneboulé lorsque je suis tombé sur cette phrase dans l'intuition créatrice, dans l'art et dans la poésie. Eh oui, les deux. Et qui m'a mis sur ce qu'il appelle les petits sentiers. C'est très beau. En fait, il y en a 2 citations. Dans Approche sans entrave, il dit ce que j'appelle les petits sentiers. Ce sont des questions marginales sur lesquelles d'habitude on n'insiste pas beaucoup, mais qui, à vrai dire, débouchent sur de grands problèmes. C'est une petite pensée apparemment simple, mais qui m'a poursuivi tout le long de ma réflexion d'ordre ontologique. Et là, ce qui a vraiment, qui m'a fait flasher, c'est ceci. À la racine de l'acte créateur, il doit y avoir un processus intellectuel tout à fait particulier, une sorte d'expérience ou de connaissance sans parallèle dans la raison logique, et par laquelle les choses, avec un C majuscule, et le soi, avec un S majuscule, sont obscurément saisis ensemble. Et cette petite phrase m'a fait toucher du doigt tout ce qui constitue une théorie de la photographie créative, c'est-à-dire qu'il y a des choses
la racine de la vision est dans les choses, et la racine du regard est dans le cœur de l'homme. Ah oui. Et lorsque les deux se rencontrent, c'est exactement ce qu'explique Maritain. Claire Bressolette, pour conclure très rapidement. Très rapidement, je voudrais faire un hommage à mon père, Michel Bressolette, qui est non seulement un claudélien, un bloyen et un maritain, mais un travailleur. Il a publié les correspondances de Maritain avec Cocteau, Maurisac, il a été récompensé du prix Sévigné. Et je crois que ce qui nous a transmis à nous quatre, les enfants, et puis à son épouse, puisqu'il a connu Maritain, moi-même j'étais sur les genoux de Maritain à Toulouse, voilà, c'est cet amour de l'absolu. Alors, il n'y a pas mieux que de revenir à la rencontre des Maritains avec Lambois, décrite par Raissa dans les Grandes Amitiés, pour mesurer combien notre témoignage est fondamental. Voici, Blois nous apparaissait tout le contraire des autres hommes qui cachent des manquements graves aux choses de l'esprit et tant de crimes invisibles sous le badigeonnage soigneusement entretenu des vertus de sociabilité. Au lieu d'être un sépulcre blanchi comme les pharisiens de tous les temps, c'était une cathédrale calcinée, noircie. Le blanc était au-dedans, au creux du tabernacle. D'avoir franchi le seuil de sa maison, toutes les valeurs étaient déplacées, comme par un déclic invisible. On savait, ou on devinait, qu'il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints, et tout le reste devenait crépusculaire. Et on terminera sur cette parole magnifique. Merci beaucoup à tous les trois, tous les quatre. Michel Naudet-Langlois nous a quittés au milieu de l'émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission, un site internet à retenir, www.radioprésence.com, ou en rediffusion ce soir à 21h. Vous retrouvez aussi l'émission sur Jacques Maritain avant 1945 sur notre site internet. Merci encore à tous les trois d'être venus nous partager la figure de Jacques Maritain et sa philosophie très très large. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.